Bruno David, bonjour et merci de nous accueillir dans votre bureau, dans l'un de ces nombreux bâtiments historiques installés dans ce grand jardin des plantes de Paris. Vous êtes le président du Muséum national d'histoire naturelle depuis 2015. Vous êtes scientifique, naturaliste, biologiste et paléontologue, nommé directeur de recherche au CNRS en 1991. Mais si vous êtes un scientifique connu et reconnu pour ses compétences, vous êtes aussi très impliqué dans la diffusion des connaissances en direction du grand public. Vous êtes un vrai vulgarisateur, comme on dit, un vulgarisateur dans vos livres, mais également dans vos émissions de radio et de podcast. Alors je suis heureux de vous rencontrer pour bien sûr mieux connaître ce Muséum national d'histoire naturelle, votre parcours de chercheur, mais aussi pour parler de ce petit livre que vous venez de publier chez Grasset, Le jour où j'ai compris. Un livre dans lequel vous racontez votre prise de conscience environnementale, progressivement et scientifiquement, nous allons le voir. Alors tout d'abord, Bruno David, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous vous êtes installé ici, dans ce jardin des plantes créé en 1626 et dans ce bureau pour diriger cette prestigieuse et vénérable institution fondée en 1793, le Muséum national d'histoire naturelle? Alors d'abord, ça a été une forme de surprise parce que j'étais très outsider dans les candidats qui se présentaient à la présidence du muséum. Finalement, j'ai été sélectionné, mais ceci dit, j'avais été candidat, donc bon, je m'étais quand même préparé à ça. On arrive avec un sentiment de fierté, quand même, de se dire j'arrive à la présidence de cette institution bientôt quadricentenaire, et puis avec une forme d'inquiétude. Est-ce que je vais être à la hauteur de tous ces prédécesseurs prestigieux? Donc c'est un mélange de fierté, d'inquiétude. J'ai pensé à la phrase de Bernard de Chartres qui dit « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Vous, il y a eu des géants avant vous, Buffon, Cuvier, Jussieu, des grands scientifiques. Oui, bien sûr. Vous avez le sentiment d'être un nain sur des épaules de géants? Alors je sais pas. Qui vous permet d'aller voir plus loin. C'était ça dans son idée. Oui, ouais. Je mesure plus d'1m80, alors j'ai du mal à me projeter dans la peau d'un nain. Mais oui, c'est là où il y a une part de modestie. Il y a à la fois une fierté, puis il y a une modestie, il y a une petite inquiétude aussi de se dire est-ce que je vais être à la hauteur justement de cette histoire. Mais il faut pas trop se la poser non plus, parce que si on se pose trop, si on est obsédé par cette question, est-ce que je vais être à la hauteur de on finit par se noyer soi-même. Non, il faut... on saute dans la piscine, pour reprendre l'image de la noyade, on saute dans la piscine et on nage le mieux qu'on peut. Et ce qui compte, c'est au bout de ces 8 années à la tête de l'établissement, c'est d'avoir fait tout ce que je pensais nécessaire pour l'établissement et d'essayer d'avoir fait en sorte que cet établissement poursuive sa trajectoire et qu'elle puisse se poursuivre, bien sûr, longtemps après moi, dans les meilleures conditions possibles. Et vous partez bientôt à la retraite, août 2023. Oui, le 1er septembre, je ne serai plus président du muséum. Donc, serein, vous passez la main. Avec sérénité, oui, parce que d'abord 8 ans, c'est une période assez longue, parce que c'est quand même une fonction extraordinairement exigeante, et ça fait au moins 8 ans, et même un peu avant, que mon agenda pilote ma vie, et j'aimerais bien que ça soit ma vie qui pilote mon agenda, si vous voyez ce que je veux dire. Alors Bruno David, beaucoup de gens, j'en suis sûr, quand ils entendent Muséum national d'histoire naturelle, ne voient que ces musées qui sont ici autour de nous, dans ce jardin botanique de Paris. C'est beaucoup plus que ça. Alors je ne vais pas vous demander de tout énumérer, mais en fait, aidez-nous à comprendre que c'est beaucoup plus que le musée avec cette belle galerie de l'évolution que beaucoup de gens connaissent. Oui, le Muséum national d'histoire naturelle, d'abord, il est national, c'est le musée de tous les Français, c'est pas le musée de Paris. Son site historique, c'est bien sûr le Jardin des Plantes, avec ce jardin, ses galeries, cette ménagerie. Mais c'est également le musée de l'Homme, au Trocadéro, en face de la Tour Eiffel. C'est également le parc zoologique de Paris, que tout le monde appelle le zoo de Vincennes, mais c'est aussi le muséum. Et puis, ce sont des sites en région. On a 2 stations marines en Bretagne, on est présent dans le centre de la France, on a un jardin exotique à Menton, au bord de la Méditerranée, on est présent dans le Vaucluse, on est présent en Dordogne, on est présent dans le Gers. Donc il y a une constellation muséum, en quelque sorte, de toute une série de sites qui font rayonner cet établissement sur les territoires. Et toujours avec des scientifiques, avec des chercheurs. Au total, vous êtes combien de chercheurs ? Alors,
Au total, il y a 2600 personnes qui travaillent au muséum. Donc c'est déjà une entreprise. Mais là, vous comptez tout le monde. Là, vous comptez les gardiens de musée. Voilà. Là, je compte vraiment tout le monde, mais c'est vous dire aussi la responsabilité qui m'incombe en quelque sorte de faire vivre aussi cette entreprise. Une grosse entreprise. De 2600 personnes. Et sur ces 2600 personnes, il y a entre 5 et 600 chercheurs qui sont soit des enseignants-chercheurs du muséum, soit des chercheurs hébergés, qui sont des gens du CNRS, qui sont des gens de l'Institut de recherche et développement, pour quelques-uns de l'INSERM sur la recherche médicale, de l'école pratique des hautes études, le PHE. Donc on héberge un certain nombre de chercheurs qui ne sont pas du muséum sensu stricto, mais qui travaillent avec les équipes du muséum dans ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche qui mélangent des chercheurs de différentes origines. C'est pour ça, dans vos missions, il y a conservation. Et ça, on le voit bien dans le musée, mais il y a aussi recherche scientifique. Vous pouvez rapidement nous montrer vos différentes missions? Alors, les grandes activités du muséum, c'est les collections, l'archivage d'un patrimoine naturel, que ce soit des minéraux, des roches, des animaux, des végétaux, ce sont des collections. Qui sont parmi les plus belles collections au monde. On a 68 millions de spécimens dans les collections naturalistes, qui nous met en 3e position derrière Washington et Londres, et très proche de Londres en fait. On est quasiment 2e ex-aequo avec Londres en termes de collections. La recherche vient éclairer ces collections, vient donner un sens à ces collections, et nous sommes numéro 1 mondial en recherche. Justement, grâce aux chercheurs hébergés, le muséum publie en gros 1500 articles scientifiques par an qui sont signés du muséum, ce qui nous met en première position mondiale dans les grands musées d'histoire naturelle. Et puis nous accueillons du public, c'est de la diffusion de connaissances auprès du public à travers des galeries, des expositions, les jardins, les zoos, à travers des podcasts, à travers des émissions de radio. Nous avons une action de diffusion de la connaissance. Et ça, vous y tenez beaucoup. Je sais que vous êtes très sensible à ça depuis toujours. Ça, j'y tiens énormément. La vulgarisation, la bonne vulgarisation. Oui, parce que c'est là qu'on fait passer les messages. Ma devise pour le muséum, que j'ai amenée au muséum, c'est émerveiller pour instruire. Je considère que l'histoire naturelle est une source d'émerveillement. Regardez cette planète magnifique, regardez cette biodiversité foisonnante, c'est de l'émerveillement. Et en même temps, il ne faut jamais oublier que c'est aussi pour instruire. Et le muséum est un passeur de savoir en quelque sorte. Les gens peuvent venir sur nos sites dans la Grande Galerie seulement pour s'émerveiller, je leur reprocherai jamais ça, mais s'ils peuvent s'instruire en même temps, on leur donne les moyens de s'instruire. Visage RCF. Alors Bruno David, l'émerveillement, c'est ce qui s'est passé dans votre vie. Vous le partagez dans ce livre que vous publiez chez Grasset, le jour où j'ai compris, le petit garçon qui, je ne sais plus si c'est au fond du jardin de Villeurbanne, chez ses grands-parents, a découvert un petit carabe doré. Vous pouvez nous raconter cet événement-là où, petit garçon, vous avez été émerveillé par ce carabe doré? Oui, alors c'était un endroit où vivaient, il y avait la maison de mes parents et de mes grands-parents, puisqu'ils habitaient dans la même maison en fait. Donc c'était une chance aussi pour un enfant d'avoir ses grands-parents à proximité immédiate de la maison de ses parents. Et il y avait ce jardin dans une zone qui était encore une zone de petits pavillons qui avaient dû être construits au tout début du XXe siècle et qui ont été démolis depuis et remplacés par des immeubles. Aujourd'hui, on a des immeubles à la place. Et à l'époque, il y avait suffisamment de verdure et d'espace de jardin pour qu'on puisse trouver dans un jardin un carabe, donc un coléoptère non volant avec les élytres soudés, qui ressemble à un petit bijou vert. Et je me revois accroupi devant un massif où il y avait des bordures ondulées en fibrociment. Et c'était un massif de fleurs. Vous aviez quel âge là? J'avais 6 ou 7 ans. Donc on est vraiment début des années 60. On est, oui, au début des années 60. Et je revois précisément l'endroit du massif. Le massif avait une forme triangulaire. J'étais devant ce massif et je vois cet animal qui se faufile entre les tiges de, je sais pas si c'était des tulipes ou d'autres fleurs, mais enfin des fleurs de ce type-là. Et je vois cet animal et donc j'appelle mes parents en leur disant regardez ce que je viens de voir, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avais des parents naturalistes, donc forcément mon père très naturaliste me dit c'est un carabe doré, carabe des jardins. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que la probabilité de trouver un carabe des jardins au même endroit à Villeurbanne, elle est en dessous de 0, elle est nulle. Ça rend un peu triste, mais bon, c'est l'urbanisation, l'augmentation de population, qui fait que ça a évolué comme ça. Et c'est vraiment de l'émerveillement. Votre vocation, elle s'enracine là quelque part, ou c'est parce que vous êtes aussi fils de naturaliste? Votre père, Louis David, a dirigé le musée qu'on connaît bien à Lyon, qui est malheureusement fermé maintenant, qu'on appelle le musée Guimet de Lyon, qui était le musée d'histoire naturelle de Lyon. Donc,
C'est, un atavisme familial de s'intéresser à la nature, aux insectes. Alors ça s'est pas passé comme ça. J'avais un terreau favorable qui a fait que j'étais dans une famille de naturalistes qui m'a sensibilisé à l'observation du monde qui nous entoure, et notamment du monde vivant. Mais pas Père et mère. Père et mère, oui. Mais par contre, j'ai pas été prédéterminé en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai pas eu une fulgurance dans l'enfance me disant « mais je veux absolument faire de l'histoire naturelle ». J'ai eu un parcours scolaire très respectable. J'étais à Lyon, j'ai fait toutes mes études dans un grand lycée lyonnais, proche du parc de la Tête d'Or. Et arrivé en terminale, j'ai passé mon bac maths physique de l'époque, et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire des sciences au sens large, mais je ne savais pas trop lesquelles. J'ai hésité un peu entre de la médecine, des sciences naturelles. Maths physique, j'étais pas tout à fait assez bon pour envisager maths sup, maths spé, même pas suffisamment, puis ça m'intéressait peut-être moins. Et je suis parti à l'université faire des sciences, mais sans vraiment savoir ce que je voulais faire derrière. C'est ça, vous n'aviez pas un intérêt très fort pour une science en particulier? Parce que vous avez réalisé en 2014 un événement avec ce thème, les chercheurs font rêver les enfants. Vous, il y avait des chercheurs qui vous faisaient rêver à l'époque, parce que dans les années 60, on a les souvenirs de gens comme le commandant Cousteau, Haroun Tazieff. Ils ont bercé votre enfance ou pas spécialement? Alors ils l'ont bercé, mais relativement à distance quand même. J'étais pas, comme je le disais, je me suis pas prédestiné à quelque chose. J'ai pas eu dès l'enfance une volonté farouche de m'orienter vers l'histoire naturelle. En fait, je m'intéressais au monde qui m'entourait. J'étais dans un environnement familial qui me montrait aussi cette richesse, cette diversité, cette beauté du monde vivant et du monde minéral, géologique, puisque mon père était géologue, mais sans que ça dépasse cela. Et c'est simplement plus tard que ça a fini par se cristalliser. Et alors, autour des oursins, vous êtes un grand spécialiste des oursins dans l'histoire et des oursins d'aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça sert finalement d'étudier les oursins, ce que vous avez fait pendant des années? Alors, j'ai fait ça pendant des années, là encore, sans que ça soit un choix prémédité. C'est arrivé comme ça. Il se trouve que malheureusement, il y avait une personne qui faisait de la recherche sur les oursins fossiles d'une période qui s'appelle le Crétacé, qui est décédée prématurément. Et donc, il y a eu une sorte de niche écologique qui s'est libérée et que j'ai occupée. Et c'est comme ça que je suis tombé dans les oursins à la fin des années 1970. Il faut Parce savoir que vous surtout... êtes paléontologue, biologiste et naturaliste. Il faut dire que vous êtes... Voilà, j'ai un peu fait beaucoup de choses. J'étais paléontologue au départ et je suis devenu biologiste ensuite, et notamment biologiste marin. Non, mais il faut déjà savoir que les oursins, c'est une grande diversité d'espèces. Il y a plus de 1000 espèces d'oursins dans le monde actuel, très différentes les unes des autres. Il y a des oursins qui sont pas plus gros qu'un petit pois à l'état adulte. Il y en a qui sont de la taille d'un plat à tarte. Il y en a qui sont mous. Il y en a qui sont rigides. Il y en a qui vivent enfouis dans le sable comme des taupes et qu'on voit jamais. Il y en a qui sont plats comme des petites galettes et qu'on appelle des dollars des sables. Donc c'est un extraordinaire matériel pour étudier l'évolution biologique. Et toute ma trajectoire scientifique a été construite autour de l'évolution biologique et de l'émerveillement qu'on peut avoir à partir de cette évolution biologique. C'est comme ça que vous êtes devenu directeur de recherche au CNRS et que vous vous êtes passionné à la fois pour les oursins, mais aussi pour l'écologie, puisque vous avez très très vite travaillé, je crois, avec des écologues. Pour vous, dans votre parcours, il était toujours fondamental d'étudier l'évolution de la planète et les transformations écologiques. Oui, c'est même plus l'évolution biologique en elle-même. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur les processus de l'évolution. Alors ça, bien sûr, ça amène aux confins de l'écologie. J'ai fait de l'écologie évolutive, j'ai fait des choses comme ça. Dès que j'ai basculé du côté de l'actuel, de la biologie, mais pour bien comprendre ma trajectoire, quand on traite d'évolution, on peut l'observer à travers les fossiles, et on peut aussi l'observer actuellement, dans les processus à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est en mélangeant les deux, finalement, qu'on a l'approche la plus riche. C'est ce que j'ai fait dans un laboratoire que j'ai finalement fait évoluer vers ce qu'il est aujourd'hui. Il s'appelle biogéosciences. Donc on a bien le mélange de la partie biologique et de la partie géologique dans une même dynamique intellectuelle. Donc c'est ça qui a traversé vraiment ma trajectoire.
Alors Bruno David, je le disais, vous venez de publier ce livre. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier livre que vous allez publier. Non, certainement pas. Vous me dites non, vous avez encore envie de publier. Vous avez déjà publié beaucoup d'ouvrages, des ouvrages scientifiques, mais aussi des ouvrages à l'attention du grand public. Je le disais, votre désir de vulgarisation de la science est très grand. Mais là, c'est un livre d'un autre type. Ce livre s'intitule « Le jour où j'ai compris ». Alors, en fait, ce titre, il est un peu trompeur. Parce que quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas eu un jour, il n'y a pas eu une nuit pascale environnementale, comme vous dites, où vous avez compris que notre monde était menacé. Vous commencez votre livre, votre introduction, en disant « Accusés boomer, levez-vous ». Et oui, je suis un affreux boomer, né au milieu des années 50, et donc responsable, heureusement pas tout seul, de tous les maux de la planète. Quand vous écrivez ceci, pour commencer, vous trouvez que les jeunes qui sont engagés aujourd'hui pour la défense de la planète sont un peu injustes envers votre génération, notre génération de sexagénaires? Alors sans doute pas tous, mais parfois on entend des discours qui reprochent à notre génération, donc des sexagénaires d'aujourd'hui, d'avoir massacré la Terre, d'avoir profité des 30 Glorieuses pour avoir surconsommé, pour avoir négligé complètement les questions d'environnement, et on entend parfois ce genre de discours. Alors après, il y a un effet d'écriture aussi, de dire de manière un petit peu provocatrice, de scénariser en quelque sorte cette opposition entre générations. Mais l'objectif, c'était surtout de montrer qu'on ne pouvait pas avoir un regard rétrospectif et avoir les clés de lecture d'aujourd'hui et les appliquer aux années 60 ou 70. Parce que là, il y avait une forme d'injustice à le faire de cette manière-là, et que surtout, il y avait une erreur. Et j'ai voulu montrer comment, à l'échelle d'un individu et à l'échelle de mon expérience, de manière un petit peu introspective, s'était construite cette prise de conscience environnementale, sans doute un petit peu plus tôt que la moyenne des Français, parce que j'étais dans ce domaine des sciences naturelles, mais que c'était pas si simple que ça, que les choses étaient sans doute plus complexes que ce qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui quand on voit les choses à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de sagesse quelque part en disant il faut recontextualiser les choses. On ne peut pas penser de la même manière en 2023 comme nous pensions en 1973. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les clés de lecture. On sait ce qui se passe. On sait comment et à quelle vitesse avance le changement climatique. On sait quelles sont les emprises sur la biodiversité. On sait quelles sont les emprises sur l'environnement. Et ça, on ne le savait pas dans les années 60, 70, même dans le milieu scientifique dans lequel vous avez baigné, vous, fils de naturaliste. Non, on ne le savait pas à ce point-là, en tout cas. Il y a des choses qui sont mises en place, et à un moment donné, je dis le puzzle est complet, le puzzle s'assemble, donc il y a des pièces qui apparaissent et on n'a pas le paysage complet. Les premiers éléments qui me sont revenus en mémoire, quand j'étais enfant notamment, sont des sujets de pollution, parce que ça, j'étais déjà très sensibilisé au sujet de pollution. Dans la famille, il n'était pas question de jeter un papier par la fenêtre de la voiture. Par contre, vous racontez qu'enfant, vous alliez à la campagne chez vos grands-parents et que votre grand-père prenait le seau des déchets et balançait tout dans la rivière. Oui. Et ça lui posait aucun problème dans les années 60. Alors ça posait aucun problème à personne, puisque tout le village, puisqu'il s'agit d'un petit village en Haute-Loire, donc il y a la Loire qui coule, qui passe par là, et tout le village allait jeter ses ordures dans la Loire. Il n'y avait pas de ramassage d'ordures. Il n'y avait pas de ramassage d'ordures. Alors ces ordures, il faut relativiser, c'était quelques épluchures et 3 os de poulet ou de côtelettes de mouton emballées dans du papier journal. C'était pas des barquettes en plastique. C'était du 100%. Il n'y avait pas un gramme de plastique dedans. Il n'y avait pas une canette, il n'y avait pas un gramme de plastique, il y avait de l'organique, plus un peu de papier journal. Donc c'est tout. Et la Loire était plus polluée par les déchets rejetés par une tannerie qui était à côté du Puy-en-Velay et qui balançait de la mousse, il y avait des sortes de paquets de mousse dans la Loire, plus que par les ordures ménagères qui étaient recyclées finalement dans le fleuve. Mais le contexte était, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Il faut arriver à se reprojeter dans ces années-là où l'équipement était bien moins important qu'aujourd'hui. Vous parlez, Bruno David, de beaucoup de température, parce qu'on parle énormément aujourd'hui du réchauffement climatique. Dans votre livre, je ne veux pas dire que c'est une analyse scientifique de la température, mais quand même, vous donnez beaucoup de repères de température, et vous dites les températures de ces années-là, c'est-à-dire les années 50, 60, même 70,
ne nous laissait pas présager d'un réchauffement climatique. Et vous parlez notamment des hivers redoutables que vous avez connus à Lyon dans votre enfance dans les années 60. Oui. C'est bon de le rappeler, ça. Alors j'avais souvenir de périodes où il faisait vraiment froid. Quand j'étais sur mon Solex dans les années 70, j'avais vraiment froid aux oreilles. On ne mettait pas de casque à l'époque, donc j'avais vraiment très froid aux oreilles. Donc j'ai confronté ma mémoire, cette mémoire d'années que j'avais trouvée très très froide, avec les relevés de Météo France qui sont disponibles. Et quand on constate ça et qu'on regarde et qu'on essaye de prendre du recul, on s'aperçoit que les 2 décennies 60-70 sont les plus froides qu'ait vécu la France depuis la décennie 1910. Donc il faisait très froid. Vous dans donnez ces années-là. quelques chiffres. Il y a un Hiver refroidissement. 62-63, moins 23 degrés à Lyon. Et surtout 30 jours sans dégel. Même à midi, il faisait encore moins 10. C'est ça qu'il faut s'imaginer. On ne l'imagine plus aujourd'hui. Il y avait des glaçons sur la Saône et sur le Rhône. L'année 71, je crois qu'on descend à moins 27 à Lyon, Moins 27 si j'ai degrés, c'est ça. bonne mémoire. Hiver 70-71, moins 27 degrés. Ouais. Moins 27 degrés à Lyon. Et ce n'était pas de la température ressentie, c'était une vraie température véritablement mesurée. On ne l'imagine pas un instant aujourd'hui. Quand il fait moins 5, on considère que c'est épouvantable. Donc vous voulez nous dire, les adultes de cette époque ne pouvaient pas imaginer un réchauffement climatique. Le réchauffement climatique était sans doute déjà en route parce que les gaz à effet de serre s'accumulaient déjà dans l'atmosphère depuis longtemps, depuis 1850 en gros, depuis la révolution industrielle, mais il n'y avait pas le ressenti de ce réchauffement climatique. Il n'était pas encore suffisant pour être ressenti, ou il était masqué par d'autres choses, d'autres processus sans doute, qui ont fait qu'il n'était pas sensible, on ne pouvait pas le percevoir. Il y a des physiciens de l'atmosphère, des chimistes de l'atmosphère qui pouvaient éventuellement le projeter. Il y en a certains, quelques-uns qui l'ont fait, mais au niveau de la population, on ne pouvait absolument pas le ressentir. On a commencé à le ressentir dans les années 90, pour être très honnête. Il faut dire on parle beaucoup du GIEC aujourd'hui. Le GIEC a été fondé en 1988 et, vous le dites, son premier rapport en 1990 est très prudent vis-à-vis du réchauffement climatique. Oui, alors, en écrivant ce livre, je me suis penché sur les 6 rapports du GIEC et j'ai regardé, alors j'ai pas lu in extenso les 6 rapports, parce que là j'y aurais passé des années, enfin beaucoup de temps en tout cas, donc j'ai regardé un petit peu les résumés exécutifs de ces rapports du GIEC, et on se rend compte que dans le premier rapport de 1990, le GIEC dit il y a un réchauffement qui est en cours et qui pourrait être dû éventuellement à des activités humaines, mais il faut qu'on ait plus de recul pour en être certain. Ils écrivent, ça le message. Je vous cite, il conviendrait d'attendre au moins 10 ans avant que des observations nous permettent d'établir de façon certaine qu'il y a eu un renforcement de l'effet de serre. Donc il y avait un doute qui était mis en avant, il y avait quand même ça titillait quand même déjà en disant il y a quand même quelque chose qui se passe, mais on est en 1990 quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut qu'on le vérifie. Ils ont eu raison, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la vérité, mais ça montre bien aussi la prudence de ces scientifiques du GIEC. On les accuse parfois, des climatos, que j'appelle climato-négationnistes, accusent le GIEC de tous les maux et de mentir, entre guillemets. Non, le GIEC, c'est une assemblée de scientifiques extrêmement sérieux qui pèsent leurs mots. Et on le voit bien dans ce premier rapport, à quel point ils ont été prudents dans la manière dont ils annonçaient, ils pressentaient un possible réchauffement climatique lié aux activités humaines. Et ça, c'est l'analyse du grand scientifique que vous êtes, habitué, pareil, à travailler dans ce sens-là. Soyons rationnels et soyons rigoureux dans nos approches et essayons de nous écarter de simples opinions et regardons les faits scientifiques. Visage, Thierry Lyonnais. Bruno David, on poursuit avec vous sur RCF cette relecture de votre histoire où vous nous expliquez très simplement, vous qui êtes directeur du Muséum national d'histoire naturelle, vous expliquez comment vous avez pris conscience des choses, de la crise écologique dans laquelle nous sommes. Alors c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, votre première prise de conscience, elle est vraiment autour de la pollution. C'est ça qui vous a frappé en premier, jeune homme que vous étiez, c'est cette pollution. Ah, c'est même avant, c'était même enfant. C'était même enfant. Moi, je me souviens à Lyon, les jours de vent du Sud, il y avait les odeurs qui remontaient du couloir de la chimie qui est situé au sud de Lyon, sur le long du Rhône. Fézin, enfin Pierre-Bénite, tous ces endroits autour de Lyon.
Et on avait une odeur qui remontait. Et si vous me mettiez devant moi, totalement à l'aveugle, 5 récipients à renifler pour savoir quelle était l'odeur du couloir de la chimie, je suis absolument persuadé que je vous la détecte tout de suite, parce que j'ai cette odeur en mémoire. Donc c'était vraiment des sujets de pollution, c'était ressenti physiquement. On voyait la pollution sur la Loire, en Haute-Loire, avec ces paquets de mousse qui dérivaient sur la rivière en provenance du puits. Donc, et puis le goudron sur les plages aussi. Le goudron sur les plages, enfin, qu'on avait sous les pieds, enfin, les décharges publiques aussi qui fleurissaient à droite à gauche. Donc on avait cette vision de la pollution. Dès qu'on y était, on pouvait y être sensible. Et j'y ai été sensible très très jeune. Après, il y a d'autres choses qui sont venues sur des emprises sur la biodiversité, des déclins d'espèces, des choses comme ça, qui ont été montrées à travers différents médias, notamment des films sur la grande faune africaine, sur des choses comme ça. On pouvait être sensibilisé à ça. Puis le changement climatique est venu plus tard. L'occupation des espaces aussi, parce que c'est un des grands facteurs de pression sur la biodiversité aujourd'hui, la manière dont nous occupons les espaces. Mais dans les années 60, c'était vu comme un progrès. Construire une autoroute, construire une route, c'était un progrès pour les moyens de circulation. Construire des grands ensembles et des grands immeubles, c'était un progrès pour loger les populations. Et ce mot progrès était très important à cette époque-là. Il était synonyme de mieux vivre. Oui, on parle souvent des 30 Glorieuses comme un moment de surconsommation, mais c'était une consommation d'équipement. Mes grands-parents n'avaient ni frigo, ni machine à laver, ni salle de bain. On se lavait à l'évier, en Haute-Loire. Les toilettes étaient au fond de la cour, toilettes à la turque, sans chasse d'eau. Ouais, vous dites, on consommait beaucoup moins Donc qu'aujourd'hui. On consommait beaucoup moins. Et la consommation était avant tout une consommation d'équipement. Il faut comprendre que la France sortait d'une forme de misère, en partie liée à la guerre, qui avait amené une certaine forme de régression aussi, et qu'il fallait sortir de là. Et que donc il y avait le progrès en marche et l'occupation des espaces qui accompagnait ce progrès était vu comme quelque chose de positif, sans se rendre compte de l'impact que ça avait sur les environnements. Le remembrement agricole dans les années 50 et 60, avec l'arrachage de haies de manière extrêmement massive, ça a amené l'agriculture, ça a amené à la façon de nourrir la population, qui était une nécessité à l'époque. On sortait de périodes de disette quand même. Donc, on voyait ça comme du progrès. Et aujourd'hui, le voir avec le recul comme une société de surconsommation, parce qu'on a appelé ça les 30 Glorieuses, c'est vraiment une erreur de perspective. Il faut remettre en perspective. La surconsommation, c'est maintenant. C'est pas en 1960-70. Alors Bruno Davy, il y a pourtant des hommes et des femmes qui ont été, on peut dire, presque des prophètes ou des précurseurs. Vous les citez dans votre livre. Il y a eu dès 1962, Rachel Carson, une Américaine, qui avait écrit un livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait Silent Spring. Et puis en France, votre prédécesseur, enfin l'un de vos prédécesseurs ici, Jean Dorst, qui a été président du Musée national d'histoire naturelle, Jean Dorst, en 1965 déjà, avec un livre qui s'intitulait « Avant que nature meure ». Comment vous voyez ces hommes, ces femmes, et puis on pourra reparler de René Dumont en 1974, le premier qui s'est présenté aux élections présidentielles comme écologiste. Comment vous avez, posé votre regard sur ces hommes et ces femmes des années 60-70 et qui disaient « attention, danger ». Alors, je pose mon regard de manière rétrospective. Il est sûr qu'en 1962, j'étais encore un enfant relativement jeune, même très jeune. Et donc, Rachel Carson, j'en avais jamais entendu parler. Jean Dorst en 65, c'est pareil. Donc, de manière rétrospective. Ou c'est plus René Dumont en 74. Alors, René Dumont en 74. Alors, j'avais pas le droit de vote encore à l'époque. C'était la présidentielle de 74. Mais oui, il paraissait un petit peu comme un personnage atypique qu'on regardait avec une forme de curiosité. Il parlait déjà de décroissance. Il parlait déjà de décroissance. Il était très visionnaire en fait. Il avait mis le doigt sur un certain nombre de choses et ceci bien avant. Il avait commencé dès les années 30 à mettre le doigt sur les problèmes. Donc il était extraordinairement visionnaire et précurseur. Mais il prêchait dans un monde qui n'était pas prêt à recevoir ce message. Parce qu'encore une fois, les clés de compréhension, le ressenti qu'on pouvait avoir en vivant en France dans ces années-là, n'était pas un sujet d'environnement. Le sujet, c'était comment on s'équipe. Comment ma grand-mère, qui n'avait pas de frigo, qui mettait son beurre dans un bol rempli d'eau sur le rebord de sa fenêtre pendant l'été pour pas que le beurre fonde, comment elle allait acheter un frigo. C'était ça le sujet. Mais alors Bruno Davy, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 que vous appelez une période de transition ? Et c'est vrai qu'il y a eu déjà le premier sommet de la Terre à Rio en 1992.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, je dirais, dans la conscience de certaines personnes? Alors, à part on l'a dit, début du GIEC, début du rapport du GIEC, et puis ce sommet de la Terre à Rio. Voilà, donc il y avait ce sommet de la Terre à Rio, il y avait déjà eu un sommet en 1972 à Stockholm. Et 20 ans plus tard, il y a le sommet de Rio, et là, les choses commencent à se cristalliser vraiment. On en parle vraiment, disons, pour être simple, les médias s'en emparent. Parce que jusqu'à présent, les médias s'en emparaient de manière extrêmement modeste. Alors ça montait doucement, ça arrivait dans certains débats, mais enfin c'était relativement modeste. 92, le premier rapport du GIEC a été publié. On commence à voir qu'il y a des sujets d'environnement, qu'il y a des forêts tropicales qui sont détruites. On commence à voir un certain nombre de choses. On parlait là beaucoup de pollution, de déforestation. Mais est-ce qu'on parlait déjà du réchauffement climatique? On parlait un peu du réchauffement climatique, on commençait d'en parler, et surtout le mot biodiversité arrive. Ce mot-là n'existait pas avant. Il a été forgé en 1986, il a été utilisé dans un gros rapport de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 88, où il apparaît 4 ou 5 fois, je crois, enfin quelque chose comme ça, dans 300 pages de rapport. Et donc on parlait de la menace de la biodiversité pour la première fois. Popularisé en 1992. Et à partir de là, ça va exploser et la prise de conscience va se faire. La prise de conscience collective, moi je la date de plus tard, c'est-à-dire que je la date, si on veut une date précise, je la date de 2003 et de la canicule de 2003, où là, on a toutes les clés, c'est pas possible de ne pas comprendre. Ma prise de conscience personnelle qui s'est construite progressivement, le puzzle s'assemble vraiment au début des années 90, où là, je prends conscience qu'il y a des problèmes d'environnement sur Terre. Et il y a quelques exemples que je donne en aménageant mes combles dans la maison. Je prévois la possibilité d'avoir une climatisation que je n'ai jamais installée. Mais mon souci, c'est par exemple de protéger la maison de la chaleur et pas du froid en hiver. Ça fait les deux quand on isole une maison. Mais mon premier souci, c'était plus la chaleur que le froid. Et on est au début des années 90. Bruno David, dans ce livre, Le jour où j'ai compris, vous partagez aussi un autre choc que vous avez eu en 1999, au large du Pérou. Vous montez dans ce qu'on appelle le Nautile. C'est un sous-marin qui vous a permis de descendre à moins 2500 mètres sous l'eau, bien sûr. Vous travaillez pour l'Ifremer. Et là, il y a un choc qui se passe. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, ça a vraiment été un événement marqueur. C'est peut-être l'événement le plus marqueur de ma trajectoire de prise de conscience. Alors j'avais déjà pris conscience à ce moment-là, mais ça m'a vraiment choqué parce qu'on est à 2500 mètres de profondeur. Je suis dans ce sous-marin jaune de l'Ifremer, le Nautile. Les phares sont éclairés, on commence à se promener sur le fond. J'étais là pour observer des oursins. Il y a pas de... Comme d'habitude, dans votre spécialité. En quelque sorte. Même si c'est pas très habituel d'être dans le Nautile. On est au large du Pérou, on est au nord du Pérou, dans une zone semi-désertique. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de zone urbaine. Bon, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'émissaire fluviatile en face. On est loin de la côte en plus. On est sur l'endroit où la plaque Pacifique plonge sous la plaque Amérique du Sud. Je suis dans cet endroit-là. Et les phares du Nautile éclairent un seau en plastique. À moins 2500 mètres. Il est beige, il a un bout de corde attaché à son anse, il est posé sur le côté, et j'ai pas eu le réflexe de faire une photo. Mais je revois ce seau comme si je l'avais vu hier. Alors, qu'est-ce que ça vous a dit à vous, scientifique, naturaliste, de voir ce seau en plastique à moins 2500 mètres? Je me suis dit, on est au large de nulle part, on a ce seau en plastique, on a vraiment, entre guillemets, cochonné toute la planète. Ça a été vraiment un peu désespérant
de voir ce saut et de me dire, mais finalement, on en est là quand même. Et on était en 99. Parce qu'on pensait que la mer allait tout supporter. Même Jean Dorst, que l'on a cité tout à l'heure, qui était lui ornithologue et qui parlait de l'importance de la protection des oiseaux, pensait que la mer était tellement vaste qu'on n'allait pas pouvoir ni la vider de ses animaux, ni la polluer. Oui, c'est assez amusant, enfin amusant, entre guillemets, là. Quand on reprend le livre de Jean Dorst de 1965, Avant que nature meure, il énumère un certain nombre d'écosystèmes, il passe en revue différents environnements, il montre les pressions que l'homme exerce sur la planète. C'est un livre qui est visionnaire et un petit peu désespérant aussi, en disant, il montre tout ce qui va mal, puis il arrive à son chapitre sur l'océan. Et il dit, écoutez, l'océan, là, par contre, c'est immense. Et donc, les prélèvements qu'on peut faire dans l'océan, finalement, c'est pas pire que les prélèvements qui se font naturellement. Il n'y a pas de raison qu'on arrive à épuiser l'océan. Donc, il est très optimiste pour l'océan. Il ne parle pas de limites d'utilisation de l'océan, d'exploitation de l'océan. Donc ça, c'est intéressant parce que la mentalité de l'humain dans ces années, jusqu'aux années 90, c'est de se dire que finalement, que la nature est inépuisable quelque part. Les réserves dans les forêts, comme l'Amazonie, c'est inépuisable. La mer, c'est inépuisable. Oui, on était dans cette mentalité-là. On est resté dans cette mentalité parce que c'est la mentalité toujours de l'espèce humaine depuis qu'elle est installée sur Terre. Alors tant qu'on est peu nombreux, c'est pas totalement faux. Puis maintenant, on sait très bien qu'on peut pas avoir un développement infini sur une planète finie. On a bien conscience de la finitude de la Terre. Mais c'est récent cette prise de conscience. C'est assez récent. Ça participe de pas mal d'événements aussi. Enfin, ça vient de pas mal d'événements. Quand on pense à Apollo 11 et l'alunissage et qu'on voit les photos de la Terre prises depuis la Lune avec un lever de terre depuis la Lune. On se rend compte qu'on est quand même... Il y a eu la sonde Voyager aussi qui nous a envoyé des messages. Enfin, on a des vues comme ça où on voit la Terre comme un tout petit point quand on la photographie de très loin. Et on n'est pas grand-chose dans l'infini du cosmos. Et on se rend compte que on n'est pas coincé, mais enfin on est sur cette Terre et qu'il faut qu'on fasse avec. Et qu'il n'y a pas d'autre Terre, il n'y a pas de planète B, contrairement à ce que parfois on veut nous faire croire. Vous ne croyez pas à l'idée d'aller sur Mars pour relancer la vie quand notre planète sera épuisée ? Non, pas une seconde. Pas une seconde, on pourra peut-être aller sur Mars, faire 2-3 choses sur Mars, mais on ne va pas installer l'humanité sur Mars. C'est complètement irréaliste. Il faut bien comprendre que nous sommes une espèce animale parmi beaucoup d'autres, qu'on a une fenêtre physiologique qui est relativement étroite, et qu'il faudrait qu'on ait vraiment une planète strictement identique à la Terre pour pouvoir s'y installer et y vivre de façon correcte. Et d'après ce que nous disent vos confrères astrophysiciens, elle n'existe pas, cette planète. Alors, il y a des choses qui... Dans le domaine des connaissances actuelles, il y a des planètes qui ressembleraient à la Terre, mais d'abord, elles sont toutes très loin. Même la plus proche d'entre elles, qui s'appelle Proxima b, dans Proxima du Centaure, il faut 5 ans à la vitesse de la lumière pour y aller. À la vitesse de la lumière. Donc, avec les moyens actuels, ça fait plus de 50 000 ans pour y aller. Mais même si on imaginait qu'on puisse aller plus vite que la lumière et qu'on y aille en quelques mois, elle est plus volumineuse que la Terre, ce qui fait que la gravité y est plus forte. Ça, je le raconte dans un autre livre qui est à l'aube de la 6e extinction. La gravité y est plus forte et que cette gravité plus forte rendrait les choses impossibles pour nous. On aurait beaucoup de mal à respirer, énormément de mal à se déplacer et notre cœur ne serait pas capable de faire remonter le sang au cerveau. Donc ça devrait nous calmer. Visage, l'expression de l'être. Bruno David, vous venez de citer justement l'un de vos précédents livres, À l'aube de la 6e extinction, que vous avez publié chez Grasset en 2021. Et là, vous parlez beaucoup des menaces sur la biodiversité. C'est cette prise de conscience aussi que vous avez eue, que nous avons de plus en plus. Alors, ce mot de biodiversité qui est apparu notamment à Rio en 92, comment vous pouvez nous aider à la comprendre ? On pourrait faire plusieurs heures d'émission rien que là-dessus, mais aidez-nous à comprendre en quoi cette prise de conscience de la menace de la biodiversité est importante. C'est la menace sur la biodiversité, pour être... Oui, la menace sur la biodiversité. Même parce que nous exerçons un certain nombre de pressions sur les environnements à travers des occupations d'espace, à travers des pollutions, de la surexploitation de ressources, du déplacement d'espèces qui peuvent devenir invasives, du changement climatique, et ça exerce une pression sur le vivant. Le problème auquel le vivant doit faire face, c'est que les pressions qu'on exerce imposent des changements trop rapides par rapport aux capacités d'évolution du vivant. Si on était sur un rythme 1000 fois plus lent, la question se poserait à peine. Le problème, c'est que le vivant, il se renouvelle, il évolue de génération en génération, mais il évolue extrêmement lentement. Globalement, vous pouvez dire que vous ressemblez à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous êtes aussi un homo sapiens, et que si on vous mettait en face de Jules César,
ça serait aussi un Homo sapiens comme vous. Donc on peut remonter comme ça dans le temps assez loin, et on voit bien qu'il faut beaucoup de générations pour que les choses changent, pour que les espèces changent. Alors évidemment, une espèce de bactérie, ça va changer plus vite qu'une espèce de mammifère, mais il faut quand même beaucoup de temps. Et là, on exerce des pressions qui ne sont pas compatibles avec la vitesse d'adaptation même, je ne parle même pas d'évolution, mais simplement d'adaptation du vivant. Alors si je peux être un peu plus long, je peux rentrer un peu plus dans le détail si vous le souhaitez. J'aimerais plutôt que vous nous expliquiez pourquoi c'est vraiment problématique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette pression sur cette biodiversité, elle est problématique au point d'être très dangereuse pour la survie de l'humanité? La pression qu'on exerce sur la biodiversité et les risques qu'on fait courir à la biodiversité nous posent des problèmes à nous, Homo sapiens, parce que nous sommes une espèce parmi d'autres et que nous sommes en totale dépendance avec le reste du vivant. Vous allez vous nourrir tout à l'heure. Qu'allez-vous consommer? Du vivant. Ça m'étonnerait que vous mangiez du sable ou du granit. Donc vous allez consommer du vivant. D'où vient ce vivant? D'interaction avec d'autres êtres vivants, et notamment beaucoup de micro-organismes. Vous allez éventuellement manger du fromage, mais sans levure, il n'y a pas de fromage. Sans fermentation, il n'y a pas de fromage. Si vous buvez un verre de vin ou un verre de bière, sans levure et sans fermentation, il n'y a ni vin ni bière. Vous allez manger de la salade ou des tomates, mais sans les micro-organismes du sol, des micro-champignons dans le sol, les salades ne poussent pas, les tomates ne poussent pas. Donc on voit bien à quel point nous sommes dépendants. Nous nous habillons éventuellement avec du vivant. Du coton, nos médicaments viennent du vivant, pratiquement à 98%. Il y a quelques médicaments qui viennent des minéraux, mais globalement, nos médicaments viennent du vivant. Donc tout nous lie au vivant, simplement parce que nous sommes un être vivant parmi d'autres. Et nous sommes dans cet immense réseau. Et si nous détricotons ce réseau, si nous affectons le fonctionnement des écosystèmes, qui nous fournissent des ressources, qui nous fournissent de la régulation en termes d'oxygène dans l'atmosphère, en termes de filtration de l'eau, enfin tout ce qu'on appelle les services écosystémiques nous sont rendus par le vivant, et notamment par tout ce qui est microscopique. Si nous altérons cela, ça va revenir vers nous, et nous aurons une Terre qui va devenir invivable pour nous, Homo sapiens. D'où cette expression d'extinction, mais de 6e extinction. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu d'autres extinctions avant. Pourquoi faut-il s'inquiéter plus particulièrement de cette 6e extinction que de la 5e, la 4e ou la 3e? Alors, dans le passé géologique de la Terre, il y a eu 5 extinctions majeures. Il y a eu une cinquantaine d'extinctions, dont 5 majeures, qui sont assez bien documentées. Et on voit quels ont été les processus à l'œuvre dans ces 5 extinctions des temps géologiques, la dernière ayant conduit à la disparition des grands dinosaures. Et c'était il y a 66 millions d'années, donc c'est pas d'aujourd'hui non plus. Chaque extinction, il y a eu des gagnants et des perdants. Les perdants ont souvent été les espèces les plus complexes du moment, ou les plus grosses du moment. Nous sommes une espèce complexe, nous sommes une espèce assez grosse également. Et on se croit très fort, mais en fait on est fragile. Notre fenêtre physiologique, elle n'est pas si large que ça. Donc on pourrait bien faire partie des perdants de la future extinction. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on est vraiment sur la trajectoire d'une extinction. On est au début de la trajectoire, c'est pour ça que le livre s'appelle « À l'aube de la 6e extinction ». Nous sommes sur cette trajectoire, et le sujet, c'est à quelle vitesse on se déplace sur cette trajectoire. Et là, quand on regarde la question des vitesses, on peut se rendre compte qu'on va 100 à 1000 fois plus vite que lors des grandes phases d'extinction précédentes. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'aube. La mauvaise, c'est qu'on va assez vite, mais qu'entre l'aube et l'après-midi, on a peut-être le temps d'agir, si on veut bien agir suffisamment rapidement. Mais on dit que c'est l'homme qui est responsable de cette extinction. Là aussi, il y a quelque chose de nouveau, non? Parce que les dinosaures auraient disparu à cause d'une météorite. C'est ce que l'on dit. Vous allez peut-être me corriger, vous qui êtes scientifique. Je vais réajuster. Réajuster. Mais cette 6e extinction, on dit que c'est l'homme qui en est responsable. Oui, alors... Les extinctions précédentes, il y a eu des facteurs géologiques au sens large, que ce soit une météorite, que ce soit du volcanisme, que ce soit des oscillations du niveau des océans, la géographie des continents, des choses comme ça. Il y a eu des facteurs externes à la vie qui ont fait que ça a conduit à ces extinctions. Là, cette fois, c'est une espèce qui est responsable des facteurs qui exercent cette pression sur la biodiversité et qui conduisent cette biodiversité vers une 6e crise d'extinction. Donc, c'est vraiment nous qui sommes à l'origine de ces facteurs de pression. À l'origine et qui sommes menacés. Et on se menace nous-mêmes. On se menace nous-mêmes. On se menace nous-mêmes. La question, et c'est pour moi qui l'ai posée en premier, c'est l'homme saura-t-il s'adapter à lui-même? La question, elle est là. Saurons-nous nous adapter à nous-mêmes? Notre propre comportement porte en lui les germes de notre perte.
Et en même temps, si nous disparaissons, ça ne veut pas dire que la planète Terre va disparaître. Non, la vie continuera sur la Terre. Alors je suis très optimiste sur le maintien de la vie sur Terre pendant pas mal de temps, encore des centaines de millions d'années, jusqu'à ce que le Soleil devienne une géante rouge et finalement que toute l'eau s'évapore, que la Terre chauffe énormément et que donc il n'y ait plus du tout de vie sur Terre à ce moment-là. Mais là, on est déjà à 4 milliards d'années. Enfin, on a le temps de voir venir, en quelque sorte. Et il y a longtemps que l'espèce humaine aura disparu, bien avant. Non. Ce qui est en jeu, c'est la survie d'un certain nombre de grandes espèces un peu complexes, dont des mammifères, peut-être sans doute des reptiles, des oiseaux, un certain nombre d'insectes également, de poissons, de toutes ces espèces qui font la richesse de la vie sur Terre aujourd'hui. C'est la survie de ces espèces-là qui est en cause. Il y a beaucoup de micro-organismes, et même de petits insectes, d'autres de petits arthropodes en général, de petites formes de vie qui vivent au fond des océans, de vers, de toutes sortes de choses comme ça, qui vont survivre, et qui feront renaître une vie différente, à partir desquelles renaîtra une vie différente sur Terre. Donc c'est pour nous-mêmes qu'on doit faire attention, de manière très égoïste. Alors Bruno David, quelle attitude avoir aujourd'hui? Quel regard posez-vous? Vous avez pris conscience très tôt, vers les années 90, vous dites le puzzle est complet à ce moment-là, vers les années 90, qu'il faut préserver la nature, qu'il faut moins consommer, enfin bref, tout ce que l'on dit aujourd'hui sur la nécessité de se comporter d'une manière plus juste pour diminuer ce réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants ou à vos petits-enfants qui sont, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, angoissés, anxieux pour l'avenir? On voit très bien les pressions qu'on exerce. On sait très bien dans nos comportements quotidiens ce qui est bien, ce qui est moins bien par rapport au reste de la planète. On sait très bien qu'il vaut mieux éviter d'avoir trop de plastique. On peut savoir, si on veut bien y prêter attention, qu'il vaut mieux ne pas utiliser trop son téléphone portable pour envoyer des SMS, faire des photos à tout va. Ça représente 12% d'électricité consommée en France quand même, les réseaux en général. Donc c'est énorme. Et tout ça, ça a un coût environnemental, bien sûr. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc on peut faire attention à des tas de gestes du quotidien. Je ne suis pas prescripteur, c'est-à-dire je ne vais pas vous interdire de faire les choses, je ne vais pas vous dire vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. D'autant qu'on est tous dans des situations différentes. Il y a des gens qui sont plus ou moins fortunés, il y a des gens pour qui c'est une question de survie, c'est une question simplement de pouvoir vivre au quotidien. Donc il faut faire attention de ne pas donner de leçons non plus. Simplement attirer sur l'attention sur le fait que chacun peut faire des efforts et a des marges de progression à son échelle. Mais alors attendez, justement sur ce point-là, vous avez eu l'occasion pour votre travail de voyager dans différents pays, vous avez vu la pauvreté dans beaucoup de pays. Cette prise de conscience écologique, elle est totalement différente si vous vivez en France, en Suisse et à Madagascar ou au Brésil. Donc que faire face aujourd'hui à cette réalité si différente sur la Terre, entre des hommes et des femmes qui sont dans un mode de survie, et s'ils coupent des arbres, au Brésil par exemple, c'est pour survivre, ou à Madagascar, c'est pour survivre, et nous, on va dire entre guillemets, riches occidentaux. Oui, alors je préfère prendre l'exemple de Madagascar que celui du Brésil, parce que la dégradation de la forêt amazonienne au Brésil, c'est pas pour la survie des Brésiliens. C'est aussi pour notre propre économie, c'est pour avoir des champs de soja alors, qui vont prenons venir Madagascar, alimenter. si vous voulez. D'accord. Non, mais on pourrait prendre d'autres pays d'Afrique aussi, par exemple, où des gens sont en mode survie. La vraie question, c'est l'inégalité entre les différentes populations humaines à l'échelle de la planète. Et on a des inégalités qui sont flagrantes, qui sont vraiment énormes. Il faut qu'on arrive à réduire ce type d'inégalité. Et évidemment, on ne peut pas reprocher à un Malgache qui va couper un arbre pour pouvoir se faire à manger, faire cuire ses aliments, éventuellement se chauffer. Il se trouve que j'ai traversé Madagascar en voiture et j'ai été frappé par les sacs de charbon de bois qui jalonnent les villages malgaches. Et qui est le moyen de gagner de l'argent de beaucoup de Mais c'est paysans surtout c'est une locaux. nécessité d'exploitation pour simplement se chauffer et faire cuire sa nourriture. Maintenant, les conséquences sont dramatiques. C'est-à-dire que ça met à nu les sols qui sont lessivés par les pluies, qui mettent, alors cette fois après, la roche totalement à nu, et on est en train de transformer Madagascar en un désert. Donc il faut faire attention à ça. Une fois que Madagascar sera un désert, qu'est-ce que vont faire les Malgaches ? Ils vont partir. Donc vous voyez les déstabilisations de société que ça peut engendrer. Donc notre intérêt, c'est aussi d'aider ces pays, c'est aussi de mieux partager, mais c'est aussi de montrer l'exemple. C'est-à-dire que nous avons les moyens de faire quelque chose et de changer nos comportements et nos modes de vie. Alors, essayons de nous engager dans cette voie. Encore une fois, je ne suis pas prescripteur, mais réfléchissons à ce que chacun d'entre nous peut faire. Et il y a une réflexion qu'on doit avoir à l'échelle individuelle et puis bien sûr à l'échelle collective.
Vous, Bruno David, qui est un scientifique, vous connaissez l'adaptation extraordinaire du vivant, que ce soit les animaux, mais aussi les humains. Est-ce que aujourd'hui vous êtes dans une grande inquiétude pour la situation dans laquelle l'humain s'est mis, ou est-ce que vous pensez qu'il va s'adapter dans l'avenir ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a 3 mécanismes en fait qui peuvent être en jeu. Il y a de l'acclimatation, c'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, on vous met en altitude, vous allez fabriquer plus de globules rouges pour pouvoir mieux respirer. Ça, c'est de l'acclimatation. Vous revenez en plaine, vous reperdez vos globules rouges supplémentaires en quelque sorte. Acclimatation, c'est un individu. Il y a de l'adaptation, là c'est au niveau d'une population. La population va globalement s'adapter, c'est-à-dire que vous allez avoir une plante qui va fleurir plus tôt, la vigne par exemple. C'est adapté. Et les vendanges sont plus précoces qu'avant, simplement parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est plus précoce. Mais la vigne est toujours de la vigne. Et puis, il y a l'évolution qui se déroule sur des temps encore plus longs, où là, c'est la transformation d'une espèce en une autre espèce. Donc, c'est gravé dans le marbre, en quelque sorte. Donc, on a ces 3 mécanismes qui sont sur des temporalités différentes et sur des ensembles différents. L'individu pour l'acclimatation, la population pour l'adaptation et l'espèce pour l'évolution elle-même. Comme je l'ai dit, les changements vont trop vite pour que l'évolution se fasse. Est-ce que l'adaptation, je ne parle pas de l'acclimatation, sera suffisante pour faire face aux changements qui sont en cours ? Je n'en suis pas certain. En tout cas, elle ne sera certainement pas suffisante pour toutes les espèces. Encore une fois, notre fenêtre de tir, elle est quand même étroite. Si on va vers un réchauffement très important... C'est-à-dire de combien de degrés pour vous ? 4-5 degrés à la fin du siècle, minimum. Minimum à la fin du siècle. Ce qui est énorme, en fait. Avant, on parlait de 3. Maintenant, on parlait même de 2, en disant l'objectif c'est 2 degrés à la fin du siècle. On n'y sera pas, on ne les aura pas. Maintenant, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait s'adapter à 4 degrés. Et je pense que 4 degrés, c'est même optimiste. Mais il y a une étude récente qui est parue l'année dernière qui montre la fenêtre physiologique en termes d'humidité et de température d'un être humain jeune, en bonne santé, non fumeur, assis sur une chaise. Si on le met à 42-43 degrés, s'il y a plus de 50% d'humidité, il est en état de stress physiologique. C'est-à-dire que son organisme ne peut pas physiologiquement compenser le stress imposé par la température et l'humidité. Il ne va pas mourir, mais il va être en exploitation de ses ressources. Il va épuiser en quelque sorte ses ressources, ce qui fait qu'il va raccourcir un peu son espérance de vie. Et si ça se produit tous les ans, tous les étés, tout le temps, eh ben on va perdre en espérance de vie. Et évidemment, les personnes les plus fragiles, donc les baby-boomers, dont nous sommes, vont mourir plus tôt, beaucoup plus tôt, parce qu'eux, ils seront beaucoup plus fragiles qu'une personne jeune en bonne santé et assise sur sa chaise. Visage RCF. Bruno David, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à cette réalité-là, où ils ont peur face à l'avenir, vraiment peur, et ils sont en colère parce qu'ils trouvent qu'on ne fait pas assez? Alors, c'est assez légitime d'être anxieux face au changement de l'environnement et aux pressions qu'on exerce. Je veux dire, c'est pas un comportement aberrant. Après, il faut voir ce que ça emporte comme conséquence. Si la conséquence, c'est de dire, oh ben, c'est foutu, tout va s'effondrer. Je me transforme en ermite, je m'enferme chez moi, je veux plus savoir ce qui se passe autour de moi, ça va pas non plus. Je pense qu'on a des leviers d'action, qu'il faut aller vers ces leviers d'action. Et qu'il faut pouvoir agir, ou faire agir, les entreprises, des gouvernements, des structures supranationales, et puis faire agir son voisin de palier. Parce que c'est là que ça commence aussi, et que c'est important de convaincre son voisin de palier. Mais beaucoup de gens se disent, tous ces efforts individuels ne pèsent rien à côté de ces grosses entreprises qui polluent. Non, mais ça, c'est une excuse mal placée. Je donne souvent l'exemple des tickets de métro, alors bientôt il n'y en aura plus, qui sont par terre dans Paris. Il y a sans doute quelques millions de tickets de métro qui traînent par terre ce matin ou cet après-midi dans Paris. C'est pas pour autant que je jette le mien par terre. Pourtant, je pourrais dire, franchement, un de plus, un de moins, à quoi ça sert ? Voyez l'image. Et c'est pareil, mon geste individuel, effectivement, mesuré à l'échelle de la planète, il pèse pas. Mais si nous sommes des millions à faire des gestes individuels, à faire des petits gestes, à essayer de s'améliorer, ça va finir par peser. C'est ce que vous essayez de transmettre à vos enfants qui sont grands maintenant, à vos petits-enfants? Mes enfants sont grands, donc je leur ai déjà transmis quand même, parce que je sais qu'ils font attention à pas mal de choses. Ils ont une sensibilité environnementale de la génération des années 90, qui est née dans les années 90, qui est assez forte, hein, bien sûr. Et mes petits-enfants, j'ai 3 petits-enfants, alors il y en a 2 qui sont vraiment trop petits, mais il y en a une qui a 5 ans et demi.
Attention, c'est important à cet âge-là, 5 ans et demi. Et ce que j'essaye de lui transmettre, c'est de la curiosité, une aptitude à développer sa curiosité et à être en capacité d'observer. Parce que je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a perdu. On a perdu cette curiosité pour le monde qui nous entoure, cette capacité d'observer le monde qui nous entoure. On est branché sur des écrans, sur des écouteurs, sur des choses virtuelles. Regardons les petites fleurs, regardons les petits insectes. Ça nous apprend beaucoup de choses, ça nous apprend aussi à les respecter parce qu'on les connaît mieux, on les comprend mieux. Et puis ça nous apprend aussi, ça forge ce que j'appelle des citoyens responsables. C'est-à-dire que l'observation est une école d'apprentissage du fait. Et ça permet de rejeter ce que Donald Trump appelait, par exemple, des faits alternatifs, moi que j'appelle des mensonges. Et quand on nous assène des choses qui sont un peu bizarres et baroques, la capacité qu'on a acquise pendant l'enfance à observer et à savoir ce qu'est un fait, ça nous rend plus résistants finalement à des messages erronés qu'on voudrait nous faire croire. Et comment vous réagissez face à des hommes et des femmes qui aujourd'hui encore nient le phénomène du réchauffement climatique causé par l'humain ? Alors moi j'appelle ça du climato-négationnisme, au même titre que le négationnisme vis-à-vis des chambres à gaz. Maintenant il y a une convergence de faits, d'observations, y compris même de manière expérimentale. On a compris la mécanique chimique de ce qu'est le changement climatique. Ça a été compris il y a longtemps. On ne le percevait pas, comme on l'a dit, dans les années 60, 70, ni même 80, ce changement. On ne le ressentait pas physiquement. Maintenant, on le perçoit physiquement, puis on a la réalité du thermomètre, tout simplement. Quand en 2019, le 25 juillet, je crois que c'était le 25 juillet 2019, il fait 42,6 au thermomètre du parc Montsouris à Paris, et qui fait plus de 45 degrés dans le midi de la France, c'est la réalité du thermomètre. Je veux dire, ça n'était pas arrivé auparavant. Donc, je veux bien qu'on nie ce fait, mais à un moment donné, ça devient intenable. Alors souvent, ce que je dis dans le livre, le jour où j'ai compris, à la fin du livre, les climato-négationnistes disent « Ah oui, d'accord, mais oui, c'est vrai, ça se réchauffe, mais c'est peut-être pas grave. Alors d'abord, est-ce que l'homme est responsable de ça ?» On montre qu'il y a une corrélation entre les activités humaines et les gaz à effet de serre émis par l'homme et le réchauffement. Il y a une corrélation. Mais finalement, ça s'est déjà passé. La Terre a déjà été plus chaude dans son passé. Et c'est vrai, la Terre a été bien plus chaude qu'aujourd'hui dans son passé. Sauf que les transitions entre les phases froides et les phases chaudes, ou les phases chaudes et les phases froides, étaient des transitions lentes qui donnaient le temps à la vie et aux écosystèmes de s'adapter, qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et que par conséquent, on va dans un mur. Le sujet, c'est pas le fait qu'on aille dans le mur, c'est à quelle vitesse on va rentrer dans le mur. Et on a intérêt à ralentir avant d'y arriver. Merci beaucoup, cher président du Muséum national d'histoire naturelle. Merci pour ce moment d'échange avec vous, pour cette vulgarisation que vous avez su nous apporter à travers ces propos. Je renvoie vraiment à votre livre, Le jour où j'ai compris, que vous publiez chez Grasset. Je pense que c'est écrit en 4e de couverture. Souvent, je me méfie de la 4e de couverture. Mais là, ce qui est écrit est juste, à mon avis, à placer entre toutes les mains. Je le conseille vraiment. Merci beaucoup, Bruno David. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.